Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Les vrais alliés de vie, ça reste les musiques et les films et le cinéma, les livres, ils décevront jamais, quoi. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir la chanteuse Miki, dont j'écoute l'album Industry Plant en boucle depuis plusieurs semaines. Alors Miki, vous en avez sûrement entendu parler début d'année grâce au morceau Échec et Maths qui a eu un énorme succès avec tout ce que ça a de positif mais aussi de négatif, étant donné que plein de gens trouvaient ça louche que ça marche aussi fort et aussi vite, et donc ils ont qualifié Miki d'Industry Plant, donc de produit marketing créé de toutes pièces par un label, d'où le nom de l'album d'ailleurs qui est un contre-pied à toute cette haine qu'elle a reçue. Et cet album, pour moi, il montre justement à tous ces gens, à tous ces gros rageux qui sont bien trompés et qu'elle est extrêmement douée, parce que ce disque, il est fort, il est intime, il est dur parfois, et il a juste ce qu'il faut de bizarrerie. Vraiment, je vous le conseille grandement. Avec Miki, on a parlé de cet emballement médiatique, évidemment, mais aussi de plein d'autres choses, entre autres le fait de ne pas ressentir assez fort les choses qu'on est censé ressentir et de prendre le temps de se trouver. J'espère que ça vous plaira. Ok, tu peux parler ? Bonjour, je m'appelle Miki, on est lundi, un jour d'octobre, il fait très beau dehors. L'automne, c'est ma saison préférée. Pourquoi ? Parce que les feuilles, elles changent de couleur, elles sont magnifiques. On en profite avant qu'elles disparaissent. Il fait un peu froid, donc on peut s'habiller comme on veut. C'est la période où on peut être le plus stylé, je trouve. Le pic de l'été est redescendu, donc on n'a plus rien à prouver. Il n'y a plus de pression. On est en mode travail, on travaille. Et je sais pas, je l'adore cette saison. T'aimes bien bosser beaucoup ? Oui, je préfère 1000 fois être surchargée que pas avoir assez de trucs à faire. Pourquoi ? Tu sais t'ennuyer ou pas ? J'aimerais bien savoir m'ennuyer. Maintenant, j'essaie de me forcer. Mais la meilleure manière pour moi aussi d'être créatif, c'est dans les moments où je m'ennuie, en fait. Mais du coup, je me laisse. C'est très bizarre, c'est très paradoxal, parce que du coup, j'arrive pas à me mettre dans cet état-là, alors que je sais qu'il faut que je me mette dans cet état-là pour pouvoir faire ce que je dois faire. Donc ça devient un travail de t'ennuyer. Ouais. Mais du coup, comment t'as fait pour être créative quand t'as fait l'album, vu que t'avais que 3 mois et qu'il y a quand même une grosse pression de là, tu t'en es pris plein la gueule, faut prouver aux gens que. Comment t'as fait pour. Je sais pas. Je sais pas comment j'ai fait. Franchement, c'était. En fait, il y a une grande partie de la pression qui vient de moi. Malheureusement, je pense que pendant cette période-là, j'étais très dure envers moi-même aussi. Et j'ai poussé vraiment le bouchon assez loin parce que je me suis dit, ok, non, I have to deliver. Je sais pas comment dire, mais il faut que je dois rendre. Je dois donner. Et puisque le plus je donnais, le moins j'étais contente de ce que je faisais. Le moins j'étais contente de ce que je faisais, le plus je me critiquais. Le plus je me critiquais, le moins je pouvais faire des sons après. Parce qu'en fait, on peut pas faire de la bonne musique quand on est en ennemi avec soi-même, je trouve. Parce que ce qu'on dégage, en fait, c'est juste un manque de confiance en soi, quoi. Et je trouve que pour pouvoir être en symbiose totale avec la musique qu'on fait, il faut qu'il y ait de l'empathie pour soi-même. Sinon, ça marche pas. On a du mal à aimer ces morceaux si il n'y a pas une petite flamme d'amour envers soi-même. Donc, il y a eu beaucoup de ratages. J'arrivais pas à écrire. J'ai galéré à écrire. Du coup, ouais, il y avait un manque de. En tout cas, pas au début. Il y a la première résidence où la majorité des morceaux se sont faits. Mais après, ouais. Ça, c'était pour l'EP ou pour l'album ? Pour l'album. Okay. Pour l'album. Donc, ça, c'était sorti de l'EP, c'était en mars. Et ensuite, on a enchaîné direct avec une résidence à Bordeaux avec Lucas V et Cédric. Et là, ont été faits BNF, Affection, Roger Rabbit. Voilà. Ensuite, il y avait des morceaux qui étaient déjà prêts avec Tristan. Hannah One, Pic Pic, Polly Pocket. Et après, on a fait les morceaux Regima, Yes et Switch après quand on est rentré à Paris. Mais ouais, j'arrivais pas. J'étais en bataille contre moi-même. C'était horrible. Il y a un moment où j'ai lu Résister à la culpabilisation de Mona Chollet. Et il y a eu un mini déclic où j'étais. En fait, limite, je me donnais des claques. Je me disais, arrête!
être méchante avec toi-même, arrête, genre stop, genre si j'arrivais pas à dormir, j'étais crevée mais j'arrivais pas à dormir parce que toute la nuit j'étais en train de me dire t'es une merde, t'arrives pas à écrire, tu sais pas faire de musique, t'es genre tu vas pas y arriver et genre c'est fatigant en fait aussi d'être aussi négative et même quand des gens me disaient des trucs trop bien en mode genre ah mais tu vas faire We Love Green, genre oui mais on m'a mis sur la petite scène, genre on s'en fout, c'est trop bien quand même, je suis en mode mais j'avoue pourquoi je suis tellement pessimiste, genre j'étais tellement pessimiste durant cette période-là et je pense que ça s'entend un peu dans les chansons parce qu'elles sont quand même un peu Bah oui, hein. ouais. T'as envoyé l'album à Mona? Non. Ok. Faudrait que je le fasse peut-être. Je sais pas. Tu penses qu'elle écouterait? Bah ouais, je pense. Je Ouais. crois déjà ça lui ferait trop plaisir de savoir que ça a permis à quelqu'un d'avoir un déclic. Ah Je sais oui. pas, voir que ce que tu fais sert à quelque chose. Toi, t'as des retours dans ce sens-là? Oui, après j'ai pas encore lu tous les messages. Là, je suis dans un truc où mon téléphone, je suis un peu allergique. Du coup, j'ai pas encore pris le temps de bien lire les retours et tout, même les articles et tout. Je pense que il faut que je digère un peu tout. Là, je pense que j'ai besoin d'un peu de temps d'abord avant de regarder ce qui s'est passé. Là, t'as fait l'Olympia il y a quelques jours. Ouais, vendredi. T'as vraiment enchaîné en quelques jours, sortie de l'album, énormément de presse, Olympia. Ouais. Comment t'as senti le concert? Est-ce que c'était un peu genre un immense relâchement de là, je l'ai fait. Déjà, non seulement j'ai fait un album que j'aime bien, mais en plus, le plus gros concert, il est fait. Bah, c'était très bizarre pour moi l'Olympia, mais apparemment c'est un truc que tout le monde ressent quand ils font l'Olympia, c'est qu'on s'entend pas très bien en fait, on n'entend pas très bien le public dans les ears. Oh, c'est l'horreur. Du coup, j'ai l'impression que les gens ils s'ambiançaient pas du tout. J'avais l'impression que tout le monde était mou et qu'ils bougeaient pas et tout, et en fait pas du tout. Enfin les gens après m'ont dit mais les gens ils étaient en folie, genre ils criaient, ils chantaient tout par cœur, et je m'en suis que rendu compte le lendemain quand j'ai vu les stories et que je voyais le point de vue du public et j'étais en mode genre mais en fait, les gens, ils ont trop kiffé et tout. Et donc, du coup, je suis sortie de scène et j'étais en mode genre, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens, ils réagissent pas? Genre, c'est nul ou quoi? Genre, je comprenais pas. J'avais l'impression de m'être foirée. Et en fait, donc, du coup, voilà, j'avais une énorme attente de cette date. Et en sortant de scène directement, j'étais en mode, mais en fait, c'était pas assez bien. Enfin bref, j'ai un truc où, au lieu de me baser sur moi, mon expérience que j'ai donné, ce que j'ai donné sur scène, je suis tombée dans le piège de penser ce que les gens ils étaient en face de moi, comment ils réagissaient. Et déjà ça c'était faussé parce qu'en fait j'étais à côté de la plaque. Et du coup ouais, j'ai eu un petit moment où je suis en mode genre tu as raté Miki encore ce truc là. Mais maintenant ça va. Maintenant je me dis que c'est bien passé. Et j'ai lu les articles de presse et tout. Et les gens ils me donnent des super retours. Donc, mais ouais, j'ai souvent tendance à me baser sur le négatif plutôt que de me baser sur le positif. Pourquoi? Parce que si je me fais du mal à moi-même, comme ça les autres ils pourront pas le faire avant moi. Tu crois que ça vient du fait que quand t'as sorti l'EP, tu t'en es pris un peu plein la gueule et du coup ça a faussé le truc? Ouais, je pense que puisque tout s'est enchaîné très très vite. Et que du coup il y a voilà tout ce qui s'est passé avec la sortie d'Échecs et Maths et la haine en ligne et ensuite ça s'est enchaîné avec énormément de promos alors qu'en vrai les écoutes elles étaient quand même assez normales quoi, c'est pas je stream pas en mode Rihanna quoi non plus, mais genre l'attention médiatique elle était énorme je trouve sur moi. Du coup, moi, je me suis sentie encore plus faussée, en mode les gens ils vont penser que j'ai payé pour ces promos et tout. Enfin bref, il y avait encore un petit truc où j'avais pas eu le temps de m'approprier moi mon projet, que tout le monde en a fait son truc. Donc je sais plus c'était quoi la question, mais tout ça pour dire que Est-ce que ça vient du début de... Oui, voilà. En fait, cette année, elle était hyper intense. Elle a été hyper intense et je pense que là j'ai besoin de plusieurs mois vraiment pour redescendre et apprendre à me reconnaître moi, parce que j'étais là et je faisais plein de promos et à un moment je me suis dit mais pourquoi je parle autant, ce que je dis c'est important, pourquoi est-ce qu'on me donne la parole alors que là j'ai pas encore eu le temps de vivre encore ma vie et je dois déblatérer des choses différentes à différentes personnes, et alors que
Parfois, voilà, j'ai même pas analysé moi-même ce que j'étais en train de vivre et j'ai l'impression de faire beaucoup de promotion, plus de promotion que de musique, quoi. Donc, j'ai eu ce petit décalage-là. Et pourquoi tu penses qu'il y a eu cette énorme vague de promo par rapport aux écoutes ? Je sais pas, je pense que c'est un projet qui intrigue peut-être. Déjà à cause de ce qui s'est passé sur Internet, parce que c'est un projet de pop française féminin. Et ça, en vrai, il y en a pas 1000 non plus. Donc, non, mais là, on a une vague incroyable. Ouais, là, il y en a beaucoup. Donc, c'est un peu, j'ai l'impression que vous vous poussez toutes vers le haut. Ouais. Et qu'il y a une synergie de ouf, quoi. Ouais. Mais, ouais, je pense qu'il y a. Je sais pas. En fait, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un truc lié au texte. Je pense que c'est un truc que les gens ils comprennent pas complètement non plus. Donc, ça les intrigue. Mais, je sais pas. Tu parlais du fait que tu devais faire énormément de promos et tout à côté, alors qu'au final, tu fais moins de musique. Est-ce que, j'ai l'impression que c'est un peu l'époque aussi, mais j'ai l'impression que ce soit dans la musique ou dans n'importe quel truc artistique, non seulement tu dois faire de l'art, mais tu dois en plus faire tous les services après-vente. Tu dois faire les réseaux, tu dois faire la promo, tu dois tout faire toi-même. Est-ce que c'est un truc qui te saoule ? Est-ce que t'aurais aimé, musicalement, faire ça à une autre époque où c'était moins important, quoi ? Je pense que le fait qu'on puisse avoir la possibilité de faire sa propre promotion sur Internet, ça permet au projet d'avoir En fait, je trouve que ça crée quand même une bonne démocratie de la visibilité artistique, bizarrement. Parce que sur TikTok, l'algorithme, en fait, ça se choisit pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de projets artistiques qui sont passés à la trappe pendant, je sais pas, toutes les 50 dernières années, parce que les gens, ils étaient pas bien entourés, ils avaient pas accès à des studios, ils avaient pas accès. Enfin, c'est que depuis l'arrivée de l'iPhone que quelqu'un comme Steve Lacy a pu faire un album sur son téléphone et gagner un Grammy avec, quoi. Donc, je trouve pas que l'autopromotion ce soit quelque chose de mauvais. Je trouve que c'est une chance. Après, c'est à toi de savoir comment gérer pour ne pas devenir ton propre produit et pas devenir le stéréotype de toi-même. Donc, il faut savoir se connaître bien soi-même avant de se lancer dans le vide, parce qu'après, on devient esclave de ce que les gens ils attendent de toi et leur jugement sur toi. Et en fait, là, c'est là où en fait c'est le serpent qui se mange la queue. Il faut garder une certaine distance pour l'utiliser comme un outil, mais un outil auquel on n'est pas esclave du format. On ne faut pas se dire, faut faire ce genre de TikTok pour que ça marche. Non. Il faut l'oublier et se dire, qu'est-ce que moi j'aimerais bien voir sur mes réseaux? Comment est-ce que j'aimerais bien voir un autre artiste promouvoir sa musique? Et en fait, si on le fait de cette manière, on reste digne et on peut changer les choses et on peut innover et tout peut très bien se passer, je trouve. Et toi, t'as directement trouvé comment faire ou t'as eu des moments où tu t'es un peu perdu là-dedans? Est-ce que tu peux juste enlever ton doigt de la bonnette, sinon ça bouge tout tu veux. Pardon. Je sais pas si je fais beaucoup d'autopromotion. Non, mais sur les réseaux, juste la façon de communiquer. Ah oui, et tout. non, alors j'ai fait. Non, il y a eu un déclic à un moment où, au début, je savais pas trop comment faire. J'ai l'impression de m'adresser à un large public. En fait, on a l'impression qu'on est sur les réseaux. On parle à plein de gens qui sont ensemble. Alors qu'en fait, tout le monde est tout seul derrière son écran. Et en fait, à partir du moment où j'ai capté ça, je me suis dit, mais en fait, je dois leur parler comme si je parlais à mon meilleur pote sur WhatsApp ou quoi. En fait, j'ai pas besoin de me dire que je suis en train de tenir un micro devant 100 000 personnes et qu'ils sont tous ensemble en train de discuter de la manière dont je leur parle. Non. J'ai une personne avec un cœur, une personne avec une âme, une personne avec une conscience, une personne à qui on a envie de parler de la manière la plus personnelle et humaine possible. Donc d'humaniser en fait les personnes avec qui on parle, ça permet de communiquer de la manière la plus naturelle possible, quoi. Il y a pas de règles en fait au fond. Et justement c'est énervant, je trouve, quand c'est trop lisse la manière dont les gens parlent. Si je veux faire des fautes d'orthographe, si je veux rajouter 15 000 points d'exclamation et des parenthèses et des chiffres qui veulent rien dire, who's gonna sue me, tu vois ce que je veux dire? Appeler la police. Une des raisons pour laquelle tu as signé avec ton label, là, c'est parce que justement, eux, ils te poussaient à être un peu toi-même et à ne pas lisser. Est-ce que au début, quand tu as commencé la musique, en tout cas ce projet-là, t'as eu ce réflexe que je pense beaucoup de gens ont, toutes disciplines confondues, de faire ce que t'as l'impression que tu dois faire ce que les gens attendent et tout? Bien sûr. Je pense qu'au début, quand on commence à faire de la musique,
en tout cas quand il faut chanter, écrire des paroles, il y a toujours ce truc où on se dit il faut que je fasse un couplet et un refrain et un pont, il faut que je fasse des rimes, il faut que cette chanson elle parle d'un sujet, et il faut que je chante de cette manière-ci pour que ce soit agréable à l'oreille. Et en fait on finit par faire de la musique qui ressemble à de la musique. Parfois on lit des livres qui ressemblent à des livres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, où ils se regardent écrire plus qu'ils mettent des émotions, quoi. Exactement. Alors que si on commence par faire un médium qu'on ne comprend pas et on fait juste quelque chose qu'on ne comprend pas mais qui doit sortir et qui après se trouve que par coïncidence, il se trouve que ça reste dans un médium qui est musical, là, c'est intact, faut pas y toucher, c'est précieux, c'est de la musique. Plutôt que de faire le truc inverse, de se concentrer sur la forme et après le fond. Est-ce que des fois tu comprends a posteriori ce que tu as voulu dire dans tes textes ? Je pense que ça c'était avant les morceaux justement que mon label m'avait dit qu'ils comprenaient pas parce que c'était trop abstrait. Je pense que j'ai eu un déclic quand ils m'ont dit ça et je suis en mode genre, en fait de quoi je parle quand je dis ça et c'était des chansons qui étaient un peu plus en mode fictive, science-fiction, un peu plus imaginaire, un peu plus ancré dans des histoires de planètes, de mondes parallèles et tout. En fait je parlais de trucs. Quand j'ai analysé mes propres morceaux, je suis en mode genre ça parle de ça et ça m'a heurté d'une violence où j'étais en mode genre, en fait ça va pas, en fait ça a ouvert des blessures que je connaissais pas, j'étais pas consciente qui étaient présentes dans ma vie, donc je me suis fait ma propre séance de psychologie en relisant mes anciens textes et en fait maintenant je suis beaucoup plus consciente quand j'écris, je sais de quoi ça parle. Et ça t'a pas effrayé ? J'étais en dep pendant quand je me suis rendu compte, je me suis tapé une dep pendant un mois. Je me souviens même qu'il y avait un mec qui m'avait interviewé chez Tsugi, Jean Fromageau. Je reçois un DM de lui. J'étais dans la rue, je chialais tout le temps. Il m'a envoyé un message genre ça va, je viens de te voir dans la rue en train de pleurer, tu vas bien? Genre c'est ça venait à ce truc là où genre même publiquement j'étais plus j'étais emo quoi. J'avais même plus de pudeur de dire que j'étais pas Et une fois j'ai même fait un post où ça se voyait que j'étais triste, mais je m'en rendais pas compte, tu vois. Et mes copines, c'est genre, efface ça, c'est la honte, montre pas aux gens que t'es triste sur les réseaux et tout, quoi. Tu t'interdis ça maintenant, aujourd'hui ? J'ai effacé le post, ouais. Et je me suis dit, merde, c'est la honte et tout, machin. Et en fait, je me dis, mais non, justement, peut-être que j'en parle dans mes sons et voilà, quoi. C'est bizarre que, genre, dans les sons, c'est accepté et, genre, juste d'en parler publiquement dans un post Instagram, c'est genre la honte. Non, faut montrer que t'ailles bien et que tout va bien et tout. Après c'est vrai, genre on n'a pas à imposer notre mal-être aux gens, c'est pas leur problème quoi. Je trouve que genre s'il y a des gens qui veulent l'entendre, ils vont l'entendre, ils viennent te voir et ils t'écoutent, mais t'as pas imposé ton mal-être à des gens qui eux aussi traversent des trucs et ils ont peut-être pas le CPU pour pouvoir t'écouter. Le CPU c'est dans ton ordinateur, c'est la mémoire. Ah oui d'accord, ok. Donc de pouvoir, la mémoire dans le sens où genre l'énergie, la place dans ton ordinateur pour pouvoir gérer l'énergie des autres quoi. Ok. Genre si moi je vais pas bien, ou bien j'ai peut-être d'autres trucs à gérer, et toi t'arrives et tu me dis genre il y a ça qui va pas et tout, et que moi je suis déjà saturée de ma propre vie, en fait je vais pas pouvoir recevoir ton information correctement. Il y a pas de disponibilité émotionnelle quoi. Exactement. Alors que si moi il y a un moment j'en ai et que j'ai envie d'écouter ce qui va pas chez toi, je vais écouter tes chansons et je vais moi-même vouloir me mettre dans cet état-là, mais en fait j'ai pas à imposer ce mal-être dans ma vie de tous les jours quoi. Mais tu trouves que c'est imposé, étant donné que les gens ils te suivent sur les réseaux, et tu disais le fait d'être sincère dans ta façon de t'exprimer à eux, est-ce que c'est quand même là que tu mets ta limite tu ne mets que le positif, même si ça fait partie de toi? Je mets pas que le positif en vrai, j'essaie de limiter le truc en mode genre waouh, je suis trop heureuse, je vais faire ci, il y a des fois où genre il se passe des trucs il s'est passé ça, je l'écris d'une manière, par exemple mon post sur l'Olympia, genre je sais qu'il y a plein de gens quand ils font des Olympias, ils sont en mode genre difficile de redescendre sur terre, je suis encore sur un petit nuage. À chaque fois que je lisais ça, je me disais genre peut-être que je vais écrire ça après mon premier Olympia ou ma première cigale et tout machin. Et j'étais littéralement en train de regarder des vidéos, je me disais oh cool, j'ai mangé ma banane et je suis en mode genre bon maintenant on passe aux choses sérieuses et à la suite quoi. Mais enfin let's go le futur et les prochaines la tournée et les prochains morceaux, mais
j'étais pas forcément en extase, en mode genre, vous m'avez fait vivre un truc de malade mental. Enfin, j'essaie de tendre vers la vérité de ce que je ressens vraiment, comme dans les morceaux, quoi. J'essaie de dire exactement ce que je pense. C'est pour ça que la promo, parfois, ça peut être compliqué pour moi d'être dans des positions où il faut que je sois genre... mais ça fait partie du métier, en fait. Ouais, c'est un perso, quoi. Ça fait, en fait, ça devient... un truc de professionnel d'arriver, même si ça va pas, même si t'es fatigué, même si t'as tes règles, tu montes sur scène, tu donnes le meilleur de toi-même, tu souris, tu donnes ta bonne énergie, tu fais ta promo, tu fais des blagues aux gens, tu dis le petit truc qui fait plaisir et tu mets les gens bien parce qu'en fait, ton rôle, c'est de toucher, de divertir, il y a un truc comme ça, tu vois, où il faut accepter, faut jouer ce jeu-là et préserver en fait son intimité et pour la donner seulement aux gens qui sont là pour vraiment l'écouter, parce qu'en fait de la donner à des gens et que eux ils savent pas y répondre, en fait ça te fait du mal à toi et ça fait du mal aux gens et c'est pas nécessaire, quoi. Et t'exprimes pas l'immense joie post-Olympia et tout, mais est-ce que du coup tu la ressens pas et est-ce que ça te saoule? Il y a plein de moments dans ce métier, dans cette carrière, où j'ai l'impression d'être en décalage avec la manière dont je suis censée ressentir les trucs. Il y a plein de moments où genre, je vois d'autres gens qui sont en mode genre, mais c'est super, c'est génial, et ça, c'est ouf, non? Et je suis en mode genre, pourquoi je me suis pas dans un état d'extase quand je fais ci ou quand je fais ça? Il y a des trucs qui me touchent pas autant que les autres et du coup je me sens coupable et c'est comme si quelqu'un qui dit viens on va voir ce film, il est incroyable, tu te sens un cinéma, tout le monde est en chiale et t'es en mode genre ça m'a rien fait, et donc tu te sens mal et tu dis ouais c'était ouf et en fait tu sais pas comment dire parce que t'as l'impression que t'es un robot, que t'as pas de sensibilité et que ta boussole intérieure elle est faussée. Donc c'est assez récurrent où je me retrouve à pas être enthousiaste pour des trucs auxquels je suis censée être enthousiaste. Après, ouais, je me sens coupable parce que je suis censée être quand même assez reconnaissante. Il y a tellement de gens qui rêvent d'avoir ce métier et qui tueraient pour être à ma place, en vrai, et qui se réjouiraient de trucs auxquels moi, ça me met dans un état de neutralité. Donc, oui, pour être tout à fait honnête, il y a plein de... Mais après, l'Olympia, j'ai quand même trop kiffé, hein. C'était génial, mais j'ai limite plus adoré le préparer. C'est comme quand on prépare une surprise pour quelqu'un et qu'on est plusieurs à le faire et en fait c'est le fait de se rater, d'apprendre à se connaître, de faire les répétitions, les premières fois qu'on fait quelque chose qui ressemble à quelque chose, recouper dedans, choisir, travailler avec une directrice de mouvement, travailler avec des musiciens. En fait, moi, c'est tout ce qui se passe derrière qui me touche plus. En fait, c'est ça qui met dans un état d'extase. C'était les 2 premières semaines de répétition que j'ai eues avec mes directeurs musicaux, Cédric, Bastien. C'était être au Studio Bleu, enfermé, toute la journée et trouver des solutions, changer les sons, les textures. Moi, c'est plus ce travail-là, en fait, qui me fait plaisir. C'est plus la préparation, bien être en studio, et préparer, d'être les petites mains derrière. J'aime bien être comme dans les films, je préfère regarder les behind the scenes aussi. Enfin, j'adore les films, mais j'adore regarder les behind the scenes. En fait, ça me procure presque plus d'émotions que le film en lui-même. C'est les travails d'équipe derrière de fourmilière. En fait, ça j'adore. J'adore les tournages de clips. J'adore le fait d'être une équipe et qu'on travaille ensemble. Ça j'adore. Mais le truc de vendre après, promouvoir, faire le concert. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent leur bonheur dans le cri du public et qui sont... Mais moi, en fait, l'exemple, je dis ça, mais je me contredis parce que j'avais l'impression d'avoir raté à l'Olympia parce que j'avais pas reçu l'engouement des gens. Donc, je me contredis dans un certain sens quand je dis que ça m'est égal, mais je fais pas des concerts. C'était bon, peut-être que l'Olympia c'était un sujet particulier, mais voilà. Mais si je pouvais choisir, je pense que des concerts, je préférais en faire un peu moins, mais quand j'en fais, ce soit des moments où j'ai envie de chanter, où j'ai envie de m'exprimer et tout ça, qu'il y ait une réponse du public ou non, c'est pas grave, plutôt que d'en faire plein et que ce soit tout le temps de l'amour, parce qu'il donne de l'amour énormément, mais à chaque fois je me dis, en fait, faut pas trop... c'est horrible, hein, j'ai l'impression d'être un militaire quand je dis ça, mais genre... Quand les gens ils donnent de l'amour, j'essaie de pas en faire ma personnalité, quoi.
et que je me dis, en fait, il donne de l'amour, mais voilà, ça te définit pas. Et ce que j'essaie de faire dans le cas inverse, où les gens disent de la merde sur toi, plus difficile de pas penser que ça te définit. On est plus concentré sur le négatif que le positif. J'ai envie de croire que le négatif, ça me définit, et j'ai envie de croire que le positif, ça me définit pas, et en fait que les gens ils se sont trompés, et maso de vouloir être en mode genre, non, c'était pas bien, tu peux faire mieux. Tu vois, ce truc-là. Pourquoi tu penses que ta boussole des pics d'émotion, elle est pétée? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est chimique. C'est peut-être un truc chimique, c'est peut-être un truc familial. Classic shit. Ça revient shit. toujours à ça, je pense. Je pense qu'en grandissant, les moments de célébration, c'était en mode genre oui, c'était ça en fait ce que t'étais censé faire, c'était réussir, c'était d'avoir des bonnes notes, c'était d'avoir ton permis. Enfin, les moments où on est censé célébrer quelque chose, en fait, c'est la norme. Les moments où on rate, et là, c'est vraiment en mode qu'est-ce que tu fais? T'es une honte à la famille et tout, machin. Il y a un peu ce truc-là, je pense. Et donc, du coup, je me suis habituée, je pense, à confondre ça avec de l'exigence, alors qu'en fait, l'exigence, elle peut être là et tout en savourant, en fait, les victoires. Faut juste pas se reposer sur ses lauriers, mais faut savoir se donner de l'amour. Donc, j'essaie le plus possible, quand je fais des trucs bien, même tout bête, hein, j'ai réussi à me lever le matin pour aller courir. Alors, désolée, mais c'est incroyable, ça. Se lever, aller courir, déjà se lever. Ouais. Et juste, je me dis, parfois, comme ça, genre, Miki, je t'aime. Mais il faut que je le dise. Parce que sinon, je l'oublie trop souvent. Et c'est horrible parce que je deviens mon pire ennemi, quoi. Je me retrouve à en vouloir aux autres, à mon entourage, avec les gens avec qui je travaille, être dans cette truc de négativité, de mettre la faute sur les autres, alors qu'en fait, le problème, c'est moi, tu vois. Il faut que je sois le moteur, il faut que je sois le carburant, et si moi je m'écoute pas, et si moi je suis pas la première personne à me donner du love et à faire ce que j'ai envie de faire, en fait, les autres ils peuvent pas deviner pour toi non plus, quoi. Enfin, tout le monde essaie de faire de son mieux. Le mec qui travaille à la promo, il fait de son mieux pour trouver des bonnes promos. Pareil pour le tourneur, c'est cool d'avoir plein de dates. Les gens du label, il faut en sorte que t'aies tout ce qu'il te faut, et tout le monde fait de son mieux, en fait, en vrai. Tout le monde fait de son mieux, et moi, quand c'est le chaos dedans, je mets la faute sur les autres, et je dis, mais en fait, j'ai l'impression que tout le monde me veut du mal et tout, alors qu'en fait, il faut d'abord que je m'enlève moi-même l'épine pour ensuite pouvoir gérer tout ce qui se passe autour, et arrêter de du coup fuir, quoi, parce que du coup, je me mets dans une position de... J'ai l'impression d'être en séance avec mon psy, là. Peut-être que je parle trop, je sais pas trop ce que je suis censée dire. Non, mais écoute, c'est le but de parler, hein. Du coup... On n'a jamais vraiment officiellement commencé l'interview, là. On parle depuis tout à l'heure. L'automne, donc tu aimes l'automne. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, écoute, si je suis ma feuille, en général, c'est mauvais signe. Et là, je l'ai pas encore regardé une seule fois. Ok. Donc moi, j'aime bien. Ok, cool. Mais quand t'as fini l'album, quand au bout de 3 mois t'as réussi à avoir un truc cool, tu t'es quand même sentie fière, ou t'avais toujours cette réserve? Non, oh babe. Non, je pense qu'il est pauvre Lucas, parce qu'il était en première loge de me voir, de voir l'état dans lequel j'étais, mais pour moi j'aurais pu aller encore plus loin. J'avais besoin de temps, quoi. Je me dis, mais j'ai besoin de temps. J'ai l'impression que j'ai manqué de temps. Et c'est seulement aujourd'hui, quand je réécoute les morceaux et tout, que je me dis, ok, c'est bien, mais c'est pas exactement encore ce que je voulais. Donc du coup, ouais, non, j'ai du mal à être contente de ce que je fais. Non, il y a plein de trucs où j'ai l'impression que je me dis, c'est pas encore complètement moi, j'ai pas encore trouvé, mais c'est pas grave, en fait. Des albums, je vais en faire plein. Là, je prenne le temps de
de faire de la recherche et de comprendre. Ça se fait pas en 2 secondes de comprendre ce qu'on veut. Et en fait, il y a toujours ce fameux décalage entre la musique qu'on écoute et qu'on adore et la musique qu'on veut faire et la musique qu'on finit par faire. C'est pas parce qu'on a une vision de vouloir faire avec une exigence et on sait exactement ce qui sonne bien qu'on arrive forcément à le faire, en fait. Faut trouver cette technicité en soi. Déjà, en fait, c'est la technique qui permet de pouvoir... c'est pas parce que tu dis j'ai envie de faire le meilleur gâteau du monde, c'est pas parce que tu as cette envie et ce désir-là que tu vas y arriver, en fait. C'est qu'il y a que le temps, l'exercice, brouillon, prendre, jeter, déchirer, récupérer, patchworker, recoller, rejeter, vomir. Enfin, c'est que ce truc-là qui permet de enfin trouver un petit peu sa patte. Et moi, j'ai eu l'impression que j'ai pas encore eu le temps de trouver ma patte complètement avant de le montrer au monde entier. D'où le déséquilibre de ouf entre toute l'attention qui t'est portée alors que toi, t'es en mode je ne sais pas. Encore, ouais. Est-ce que ça t'angoisse pour la suite ou est-ce que justement c'est cool? Je suis contente de me dire qu'en fait, j'ai l'impression d'être à 5% de mon potentiel encore. Donc de me dire que il va se passer, j'ai envie de faire plein de trucs. Plein de couleurs différentes, plein de styles différents. Ça me rassure de me dire que je suis pas là en mode genre bon bah voilà, j'ai tout donné et je sais plus quoi donner. Non, là au contraire, je suis en mode genre j'avais tellement plus à donner, j'avais tellement plus d'univers à créer, d'émotions à retranscrire. Enfin, c'est comme quand t'as acheté un super cadeau à quelqu'un et que tu vas à la fête d'anniversaire et en fait t'as pris du temps pour faire la lettre ou machin et tu te rends compte que tu l'as oublié chez toi. T'es là en mode genre mais je te jure je l'ai fait, je te jure j'ai passé du temps. Il dit oui bon bah tant pis la prochaine fois. Et t'es là en mode genre mais je te promets. Mais t'aurais aimé quoi par exemple sur l'album? Parce que il y a combien? 12? Non. Là il y a 10 nouveaux titres. 10 nouveaux titres. De toute façon tu peux pas tout exprimer en 10 titres. Oui. Et qu'est-ce que toi tu te dis ah putain ça manque, ça j'aurais aimé? Plus déjà plus de morceaux, c'est juste de l'instrumental. Toi, t'écoutes énormément d'instrumental. Oui, enfin avant oui. Maintenant, j'avoue, depuis ces 5 dernières années, j'écoute plus de pop, de morceaux où il y a du chant. Mais oui, de morceaux où je pose beaucoup plus des textures. Ouais, des univers, des accords, des certains types d'accords, des mélodies, des trucs qui viennent de moi, de mon petit monde à moi et tout. Donc c'est juste ce truc-là. Mais c'est ça aussi la beauté de la collaboration, de travailler avec des gens aussi qui me poussent dans mes retranchements, dans des endroits auxquels je serais jamais allée. Genre Lucas V, Ken Blaster, Tristan Salvati, ils sont très forts comme ça. Mais c'est des pros, quoi. Ça fait des années qu'ils font ça. Il y a un truc aussi où je suis dans une réalité où il faut aller vite et il faut avancer, quoi. Et je pense que moi, j'ai besoin de temps, plus de temps pour kiffer ce que je fais. Eux, en une journée, ils peuvent faire un album, quoi. Moi, j'ai besoin de temps, mais de faire des trucs que je sais que personne d'autre pourra faire à ma place parce que ça m'appartient, quoi. Mais ce temps-là, il est précieux. Donc, j'aurais jamais avoir plus de temps pour me trouver encore. Du coup, tu penses que pour la suite, tu vas plus rester dans du DIY, toute seule à bidouiller dans ta chambre à faire des trucs? Je pense que ça, c'est un truc qui part jamais. Je pense que tout le monde fait du DIY, en fait. À partir du moment où t'as un ordi, c'est do it yourself, quoi. Lucas, il fait des trucs sur son ordi, Tristan fait des trucs sur son ordi, que ce soit dans le train, c'est Cédric qui fait des trucs dans les RER. Tout le monde fait du DIY, en fait. Et moi, ça partira jamais. À partir du moment où on compose, on prod, c'est forcément du DIY. Dans ta musique, il y a énormément de... Enfin, un truc que t'aimes beaucoup et qui revient souvent, c'est le mélange entre le naïf et le malsain. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça fou. La première fois que j'ai entendu Roger Rabbit, je crois, tu l'as sorti juste avant la sortie de l'album. Ouais. Et je l'aimais pas. J'étais en mode... ça me met mal à l'aise. Et j'avais pas encore entendu les paroles. Puis quand j'ai entendu les paroles, j'étais là, ah putain, c'est hyper logique que je me sois sentie mal à l'aise. Ouais. Et du coup, maintenant, je comprenais et j'étais comme banger. Immense banger. Mais tu vois, il y a ce truc vraiment de grosse retranscription du malaise, même si à la base, c'est censé être un truc un peu entraînant dans la musique, mais avec des paroles extrêmement lourdes. Est-ce que toi, t'as toujours associé les deux, le naïf et le malsain? En tout cas, c'est deux goûts qui vont bien ensemble.
Le malsain peut exister tout seul et le naïf peut exister tout seul, mais je trouve ça moins intéressant, c'est moins contrasté. Leur alliance, c'est ça qui les met en valeur. Et qui crée une troisième porte, un troisième monde. T'aimes trop créer des mondes, toi. Ouais, c'est important. Il faut, sinon on devient tout petit et on disparaît. T'étais comment quand t'étais petite? T'étais déjà à créer des mondes? Ouais, j'aimais beaucoup écrire des histoires. J'écrivais des pièces de théâtre à faire avec mes frères et sœurs, des trucs de comédie musicale. J'ai toujours aimé le truc de la performance. Mais oui, dans le théâtre, beaucoup. Moi, je faisais beaucoup de théâtre. Je faisais des compétitions de théâtre. Et j'adore le cinéma, j'adore les scénarios. Lire des scénarios avant de regarder les films aussi, c'est trop bien. Avant ? Ouais. C'est hyper intéressant. Comme ça, t'imagines dans ta tête et puis tu vois ce qu'il a fait. C'est trop bien. En fait, c'est assez magique comme sensation. Parce que tu te dis, mais comment c'est possible? Comment ils vont réussir à faire ça? Ah putain, j'avais comment jamais ils vont pensé réussir à à faire dans ça ce sens-là, en vrai. C'est fou. Et c'est dingue comment, en fait, aussi, quelquefois, tu t'oublies, tu te dis pas, ok, c'est un réalisateur de fou qui a dit ça. Tu peux essayer de lire un scénario en te disant, imagine que c'est un film d'auteur de merde, fait par un étudiant de merde, et il a écrit le scénario, t'es en mode genre, pouah, trop nul, pouah, tout pourri. Après, tu te dis, en fait, non, c'est réalisé par Paul Thomas Anderson et le film, il existe vraiment, et tu le regardes et t'es en mode genre, waouh, c'est ouf. Et donc, du coup, ça pousse aussi à savoir regarder le meilleur dans ce qu'on a. T'as fait un court-métrage dans lequel tu joues? Ouais. Et t'aimerais jouer davantage? Peut-être plus tard. Oui, mais là, c'est peut-être déjà beaucoup, hein. Ouais, déjà, il se passe déjà beaucoup de trucs. Mais non, peut-être plus tard. Ouais, quand j'étais petite, je voulais trop jouer. C'était ça que tu te voyais faire quand tu étais petite? Ça faisait partie des passions, ouais. Après, j'ai tout de suite trouvé ça plus intéressant de mettre en scène. Faire partie de ceux qui sont dans l'ombre et qui sont les petites mains. Comme ça revenait à ce que je disais tout à l'heure, que je préfère la préparer que faire l'Olympia. Je préfère être en studio ou tourner des clips plutôt que de le présenter, de le promouvoir, de le vendre, quoi. Je préfère toute la partie préparation, je la trouve beaucoup plus excitante. Du coup, tu pourrais faire de la prod pour d'autres gens? Prod, ouais, j'adorerais. Mais j'adorerais peut-être juste envoyer déjà des trucs que j'ai à moi. Et après, ils en font ce qu'ils veulent. Okay. Mais j'ai pas envie de faire des trucs où je fais des 1000 retours. Non, ça me saoule. Après, ça dépend. Si je travaille côte à côte avec quelqu'un, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que c'est comme les paroles. Si on me demande d'écrire pour quelqu'un d'autre, c'est juste faire ce que je sais faire moi. Donc, je vais pas savoir me mettre. Je sais pas si j'arriverai à me mettre au service de l'autre. Je sais pas si j'arriverai à m'invisibiliser. Donc je sais pas en fait si c'est une bonne idée, mais je suis chaude quand même d'essayer. Est-ce qu'il y a des émotions que t'as encore jamais réussi à mettre en musique? Ouais, je pense en vrai la colère. Hein. T'es beaucoup en colère? Ouais, je peux l'être. Je peux être énervée facilement, ouais. Après, la colère, elle se voit quand même. La manière dont j'en parle, j'allais quand même très. C'est l'after colère, quoi. J'en parle de manière calme d'un moment où j'étais en colère, donc j'en parle comme si j'étais blasée, quoi. Mais la vraie colère, il y a plein d'émotions en vrai. Je pense que là, pour l'instant, j'ai réussi à faire un truc que j'ai maîtrisé. En tout cas, dans cet album, je pense que c'est l'engourdissement, quoi. Le fait de vivre plein de trucs, mais de pas être capable d'en parler autrement qu'avec beaucoup de distance au fond. Parce que c'est loin de moi, même si je le ressens, je me sens comme si je m'en foutais de tout perdre, quoi. Et t'avais déjà ça quand t'étais petite? Non, je pense que avec le temps, je suis devenue plus détachée, je crois. Ça me fait du bien en vrai d'être détachée, sinon c'est horrible. Si tu te blindes pas, que ce soit en bien ou en mal en vrai. Parce que j'ai l'impression que ça doit être extrêmement dur de... Genre quand t'es en 2 albums, en 2 tournées et tout, de plus ressentir tout cet amour que tu t'es pris pleine gueule pendant... Enfin, je sais pas. C'est pour ça que j'ai l'impression que tous les vieux chanteurs, les vieilles chanteuses, ils s'accrochent pour continuer à ressentir cette adrénaline, quoi. Ouais.
Moi, c'est un truc auquel j'ai envie de fuir. J'ai pas envie de devenir cette personne à la fin d'une carrière qui est là, qui continue à remonter sur scène parce qu'elle a besoin d'avoir ce truc et qui dépend de la moindre. C'est mon cauchemar. Genre. C'est pour ça que dès le début, je m'en blinde un peu et j'essaie de m'en détacher parce que j'ai pas envie d'être d'en dépendre, quoi. Et si tu essayes d'éviter de te définir par ça, tu définis comment ? C'est une bonne question. Je pense que mon taux de conscience sur Terre, il va dépendre de comment je réagis émotionnellement à des choses qui m'arrivent. Et si je me sens stimulée ou émue, ben là, j'ai l'impression d'être quelqu'un. Genre, c'est vraiment tout bête, mais j'ai découvert récemment, je connaissais, mais j'ai pas vraiment fait l'effort de bien écouter Radiohead et les Smiths. Et ça faisait longtemps, ça faisait longtemps que j'écoutais plus de musique depuis l'album et tout. J'étais tellement en saturation, mais j'arrivais plus à écouter de la musique. Et là, je me suis repris OK Computer et les Smiths. Et j'ai eu ce truc en moi comme un adolescent et quand on tombe amoureux pour la première fois avec cette espèce j'avais envie de chialer, mais j'avais envie de chialer parce que je me sentais humaine et que j'étais pas un robot, quoi. J'étais en mode genre, I'm feeling something. J'étais là. Et là, j'ai dit, OK, je sais pas si ça répond à la question de comment on se définit, mais je me suis l'impression d'être quelqu'un. Je me sens curieuse si je me sens dans un état de curiosité, de stimulation, d'ouverture, où je peux absorber ce qui se passe et que ça me touche et que ça me remue quelque chose à l'intérieur. Là, je me sens en vie. Et c'est la seule chose qui me rendra profondément heureuse, ça, et le fait de me sentir fière de moi. Donc, du coup, de pouvoir créer moi-même ce sentiment-là avec ma propre musique, ou de le ressentir par rapport à d'autres œuvres. Mais ça, c'est ma drogue, c'est ce truc-là. Maintenant, les Smiths, vous avez quand même vachement en commun le fait de faire des paroles déprimantes sur des airs hyper joyeux. My girlfriend in a coma. Pardon. Ouais. Oui, c'est pour ça, je me suis dit, on se comprend. Ouais. C'est une pointe d'humour, en fait, de faire ça aussi, de pouvoir faire ça sur des airs joyeux. C'est qu'en fait, on a envie de dire, je dis ça, mais vous inquiétez pas pour moi, genre, ça va, tranquille, tout va bien, peace and love, genre, tout va bien. Les gens, ils s'inquiètent quand ils entendent tes textes, genre ta famille Je sais pas, je pense pas. Non ? Ils m'en ont pas trop reparlé, non. Vous parlez pas trop de ta musique ? Pas comme ça. Ils parlent des articles, le truc qui passe à la télé, où ils sont en mode t'es passé à la télé, on est fiers de toi et tout machin, mais les paroles pures et dures, on n'en parle pas trop, non, ni les morceaux, on n'en parle pas, non. On a juste une conversation avec mon père par rapport à Motherload qui était sur l'EP Graou, qui parle directement de lui, donc forcément ça l'a atteint et ça a mené à une discussion qui était très importante, mais sinon le reste, on parle pas trop de la musique. Non. C'est quoi l'histoire de la chanson Affection ? C'est une histoire d'amour. C'est un petit millimètre de tout. En fait, je pense que cette chanson, c'est un vrac de plein de notes que je m'étais notées pendant toute la période de l'année dernière. Ça parle d'un début d'amour aussi. Je suis tombée amoureuse, je pense, l'année dernière. Mais il y a une certaine forme de pudeur aussi parce que j'étais dans un état où j'étais complètement détachée de tout. Et que c'était pas un amour qui était premier degré, c'était comme si c'était un amour entre deux adolescents, quoi, qui savent pas trop quoi se dire et qui savent pas trop comment communiquer. Mais la phrase, c'est pas parce qu'on est dysfonctionnel qu'il n'y a pas d'affection. Ça venait d'une autre chanson de base où je parlais de mes parents, de ma famille. Et en fait, cette phrase, elle parlait du fait que on se comprend pas et on n'arrive pas à se dire ce qu'on s'aime et qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre et qu'il faut qu'on se sépare tous. Mais c'est pas parce qu'on est dysfonctionnel qu'il n'y a pas d'affection. Et bref, et je trouvais que ça marchait bien aussi dans cette chanson-là où je parlais du coup de ce premier amour qu'il faut lire entre les lignes. Et en fait, quand je dis on s'est tué, c'était magnifique, ça veut pas dire on s'est tué, on s'est tué et c'était magnifique. Voilà. Donc voilà, de parler du fait qu'il y a des mots qui ne se lisent qu'entre les lignes et c'est mieux comme ça, qu'on n'est pas obligé de tout se dire pour comprendre qu'en fait on s'aime et qu'il y a un truc qui se passe et que c'est le début de quelque chose, que la beauté, la poésie, elle se lit dans la subtilité des silences et
et de ce qui se passe entre les phrases. En dehors des chansons, t'arrives quand même à dire aux gens ce que tu ressens? Oui. Après, on me dit souvent que je suis assez dure, que quand je le dis, c'est vraiment quand c'est à l'extrême et qu'il faut le dire et que Bon, non, après, ça dépend. Genre, si c'est mes copines et tout, je vais leur dire genre, I love you et tout, machin, je t'aime. J'ai pas de problème de dire ça à ma mère et tout, mais je pense que les gens qui ont le besoin le plus de l'entendre de ma bouche, bah, c'est à eux que j'ai du plus de mal à le dire. Ouais, ceux qui en ont le plus besoin, j'ai du mal à leur dire. J'ai lu une phrase il y a pas longtemps qui disait plus ou moins la même chose, c'est les conversations qui nous font le plus peur, c'est celles qu'on a le plus besoin d'avoir. Et ça m'a flinguée. Qui a dit ça? Je sais pas. Ah ouais. Instagram. Ouais. Truc que je trouvais extrêmement intéressant. La vie, c'est une rivière? J'ai dit ça? Non, c'est ta prof de piano qui disait ça. Ah oui, la vie est une rivière et il y a des cailloux et soit tu sautes de caillou en caillou pour avancer, soit tu tombes dans l'eau et tu coules. Elle était bonne en bi, hein? Ouais, elle est morte. Et toi, t'as compris quand que c'est elle qui avait tort? Parce qu'elle te disait ça parce que pour elle, t'étais pas assez disciplinée, t'étais pas assez dans les rangs. J'avais 10 ans. J'avais 10 ans et c'était la rigueur du conservatoire. Elle me disait genre, je disais ça me stresse les cours de piano. Elle dit genre, t'es une enfant, t'as pas à ressentir le stress, t'es pas censé ressentir du stress, c'est un truc pour les adultes. Mais non, je vais pas lui en vouloir. Je pense que c'est un truc de génération. La manière dont on éduque les enfants. Il y a un truc qui vient de la génération de nos parents, les gens qui sont nés dans les années 50, 40, qui a rien à voir avec toute l'ambiance développement personnel aujourd'hui, l'écoute de soi, des autres, la toxicité, la non-toxicité, le fait que genre en fait tout le monde apprend aussi d'une manière différente, qu'on on n'a pas tous été formés pareil pour recevoir le même système d'éducation. Enfin, c'est un truc générationnel, donc genre, je n'en veux pas. Elle m'a pas brisé non plus. Voilà, je suis là en train d'avoir une conversation avec toi, en train de parler d'un album que j'ai sorti en octobre. Donc elle m'a pas eu, Madame Winkel. Et à son âme. C'est quoi le dernier truc que t'as appris d'hyper important? C'est ma pote Edwina, ma meilleure pote Edwina, qui m'a dit elle est allée dans un temple bouddhiste en Corée et elle a appris là-bas que quand on a peur de quelque chose, quand il y a quelque chose qui est effrayant, il faut pas essayer de supprimer cette peur. Il faut pas essayer de dire ok non, j'ai pas peur, je vais le faire et tout. Il faut l'observer, faire avec et en faire son allié et l'accepter et accepter que en fait rechercher le confort, en fait ça va pas, c'est pas un allié en fait, et qu'en fait c'est bon signe d'avoir peur et il faut pas aller, faut l'observer, faut la laisser passer et faut avancer. Voilà. Et t'arrives à appliquer ça? Bah j'essaye, c'est tout bête, mais là par exemple sur un terrain de foot, j'essaie de faire ça. J'essaie de dire ok, j'ai pas peur, vas-y, c'est une bonne sensation. C'était littéralement censé être ma première question sur le foot, parce que t'as fait une release où c'était en Fit 5. Ouais. Mais déjà, quelle idée de génie. Et puis, tu fais du foot depuis combien de temps? Moi, je faisais du foot quand j'étais au lycée. Je faisais ça après les cours et je faisais du foot quand j'étais à l'université aussi un peu. Là, c'était équipe mixte. Quand j'étais au lycée, c'était équipe féminine. Et en fait, ça faisait longtemps. Moi, j'adore les terrains de sport. J'adore les terrains de tennis, les terrains de basket, les terrains de foot. Je sais pas, ça crée en moi une émotion. Il y a certains trucs comme ça qui créent en moi une émotion très particulière. Comme voir des petites collines vertes. Windows. Ouais, exactement. Le truc Windows, ça me donne envie de chialer. Je sais, ça me met dans un état. Donc, le décorum, il me plaît beaucoup. Et le sport, de manière générale, le sport en équipe, en extérieur, c'est une activité qui me donne le plus l'impression que je suis, maître du temps, où j'ai pas l'impression de me faire niquer par le temps. Et j'ai jamais l'impression de gaspiller mon temps. Il se passe toujours quelque chose de magique. Et j'envie les gens quand je les vois jouer au foot, faire un basket. Quand j'étais petite, quand je marchais à côté, je les enviais. Et donc, du coup, ça fait longtemps que je cherchais une équipe féminine à Paris. J'en ai trouvé une, là, du coup, en mec, sont les Cacahuètes Sluts. Ça veut pas dire que je suis, une joueuse de malade, mais j'aime bien. J'adore jouer et j'adore être sur un terrain et j'adore courir.
Et j'adore transpirer. Je crois que c'est nickel de finir là-dessus. Hein. Voilà. Merci, Miki. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. L'album de Miki, Industry Plant, est dispo partout et elle sera en tournée en France et en Belgique, notamment du 18 au 20 mars à l'Élysée-Montmartre et le 22 octobre 2026 à l'Ancienne Belgique. Toutes les dates et tickets sont dans la description. Prochain épisode dans une semaine. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur les plateformes, à laisser des étoiles, les commentaires, tout ça. Et puis vous pouvez me suivre moi sur les réseaux @FannyRuet pour ne rien manquer de la suite. Des bisous. Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le fabuleux, l'incroyable, le facétieux Maxime Wathieu.